Recording in progress. Ok, good. Je vais juste essayer de me arranger mon écran pour que, Mhm. Pour que je puisse voir ce qui se passe en arrière, mais quand même voir s'il y a des gens qui arrivent. On va m'arranger comme ça. Merci de la patience pour le petit temps d'ajustement. Good. Fait que là, aujourd'hui, ça va être surtout pour vous parler d'une technique pour relâcher le diaphragme, là. C'est surtout pour la technique de poncture que je vais faire une démo sur moi à la fin, puis que je vais la faire en personne dans mes formations aussi, si ben, elle n'est pas vraiment compliquée, là, puis elle est excessivement sécuritaire, fait qu'au pire, vous la faites tout croche, mais vous ne ferez pas de pneumothorax à personne. Fait que c'est surtout pour cette technique-là que j'ai fait que je viens vous jaser là maintenant, mais je vais donner un peu de chair puis de contexte autour de la patente. Puis ça peut être utilisé dans plusieurs situations aussi, là. Fait que pas juste dans le contexte que je vais vous parler là. Fait que j'ouvrirai aussi une petite porte à voici une coupe d'idées pour quelle autre raison de consultation ça pourrait être utile. Puis à n'importe quel moment, vous pouvez être créatif. Puis l'appliquer dans un autre contexte encore. Tiens. Fait que le diaphragme pour un positionnement plus optimal du bébé in utero, fait que c'est dans le cadre de la formation de bébé en siège qu'on en parle, là, puis que je vais en parler surtout là, dans cette optique-là du bébé en siège, mais ça peut être utile pour n'importe quel positionnement de bébé parce que la réflexion, quand je vais aller traiter un bébé en siège, mon but, c'est surtout de faire de la place. Faire de la place émotionnellement, faire de la place énergétiquement, faire de la place physiquement. Puis la réflexion va être exactement la même pour la préparation à l'accouchement. Dans le but que bébé se place optimalement avant le début de la naissance, peut-être même pour initialiser la naissance. Ça va être la même réflexion. Est-ce que il y a quelque chose de stagné puis de coincé dans sa tête de la maman, dans son corps, dans le corps, mais pas de bébé lui-même, là, peut-être, mais je peux pas vraiment le traiter directement, mais dans son environnement écosystème rapproché. Puis mon but, c'est de créer de la place. Après ça, je fais confiance que bébé va utiliser cette place-là pour se placer de la meilleure façon qu'il peut dans le bassin unique dans lequel il est niché. Puis après ça, ben, on fait confiance à la vie que tout va se passer pour le mieux. Mais c'est ça. Pas mal tous les concepts de traitement pour un bébé en siège sont applicables et copier-collables. Ils peuvent être utilisés dans un contexte de préparation à l'accouchement ou pendant l'accouchement aussi, là, parce que fondamentalement, c'est tout le temps la même base sous-jacente de on fait de la place, on fait confiance à bébé. Mhm. Fait que pourquoi c'est important de traiter les bébés en sèche? Ben, c'est important de tout traiter, là, puis il n'y a rien qu'il faut laisser abandonner à l'univers. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Sans s'en occuper, là, mais pourquoi c'est vraiment, vraiment, vraiment important de traiter les bébés en sèche? Ben, c'est pas que les conséquences. J'allais dire les conséquences d'un coude. C'est quelqu'un que son coude, il marche plus, puis il peut plus travailler, c'est vraiment problématique aussi, là. Mais le bébé en sèche, des fois, ce qu'on réalise pas, c'est, ben, toutes les conséquences de la césarienne planifiée qui va venir après, parce que je vais vous donner des stats après, la majorité des femmes, ils n'auront pas le choix, ou ils vont choisir, puis c'est bien correct, d'aller en césarienne planifiée pour leur bébé en siège. Puis généralement, ça se résulte, on, on pense, tu sais, souvent dans un petit deadline un peu plus rapproché, là, OK, ce bébé-là, cette maman-là, cet accouchement-là. Mais dans le cas d'un bébé en siège puis d'une césarienne, c'est que ça va impacter les prochains bébés à venir, puis les prochains accouchements, puis la maman qu'elle va être pour son prochain enfant aussi, là. Fait qu'on n'est pas juste en train de traiter là, ici puis maintenant. On est en train de traiter comme tout le reste de son parcours en périnate aussi. Et comme c'est ça, de réaliser que notre impact qu'on a maintenant sur ce bébé-là comme est excessivement important parce que ça va pas juste affecter ce bébé-là, ça va pas juste affecter maintenant, ça va comme avoir des conséquences sur je laisse sacré, sur le vraiment, vraiment, vraiment long terme. Fait que c'est super important
qu'on puisse donner les meilleurs traitements possibles pour leur donner le plus de chances possible pour que ce bébé-là, il puisse idéalement avoir plus d'options, puis possiblement se retourner, puisque c'est ça, c'est pas juste ce bébé-là, cette maman-là, ça va être aussi tous les prochains enfants, s'il y en a d'autres. Mais même à ça, les conséquences d'une césarienne, ils restent à long terme, là, aussi, là, pas, même si elle n'a plus d'autres enfants, c'est quand même super, super important de s'en occuper. Puis là, un petit peu de stats, là, que vous pouvez, ben, pas nécessairement apprendre par cœur, là. C'est vraiment pas obligé, là, mais vous donner un peu de prévalence. Il y a, grosso modo, 25% des bébés qui sont encore en siège à 28 semaines. Avec le corps, à ce moment-là. Après ça, quand on rentre un petit peu plus loin, tu sais, fait qu'au début du troisième trimestre, un quart de bébé en siège. Après ça, quelques semaines plus tard, il y a 7% de bébés qui sont encore en siège à 32 semaines, qui est le moment où est-ce que la majorité des bébés vont être fixés dans la position qu'ils vont être au moment qu'ils vont naître. Il y en a encore qui vont se retourner, là, puis on l'entend souvent, ben, les bébés peuvent se retourner jusqu'à la fin, puis c'est vrai. Il y a des bébés qui se retournent pendant l'accouchement. Comment? Je sais pas. Aucune espèce d'idée. Bravo les, bravo les bébés. Mais tu sais, c'est théoriquement possible qu'ils puissent se retourner jusqu'à la fin, mais ça devient statistiquement de moins en moins probable, quand même. Fait que là, puis de ces bébés-là qui se retrouvent en siège à 32 semaines, il y en a comme grosso modo encore 50% qui, d'ici la naissance, ils vont se retourner la tête en bas, puis le reste qui vont rester en siège. Tandis que je vous donne la stat à l'opposé, là, si bébé est encéphalique, fait qu'il a la tête en bas rendue à 32 semaines, les chances qu'il y ait quelque part en cours de route, tête de bébé, mettons, puis c'est fun, qui se retourne en siège sont de genre 0,5%. Fait que rendu à 32 semaines, si ton bébé a la tête en bas, c'est relativement sécuritaire d'assumer que il va rester la tête en bas. Puis les cas où est-ce que les bébés culbutent vraiment beaucoup, c'est souvent des polydramnios. Ça fait beaucoup, beaucoup de liquide amniotique que les bébés vont juste spinner à l'infini encore et encore. Mais les bébés qui sont en siège, il y en a encore la moitié qui vont se retourner, puis l'autre moitié qui vont rester en siège. Et puis, ça est aussi, gardez-le en tête quand vous analysez des études, vous regardez comme, OK, il y a telle nouvelle technique ou, mettons, la version par manœuvre externe, c'est quoi son pourcentage de réussite? Puis dites-vous que n'importe quoi qui est plus haut que 50% de taux de succès, ben, aide à faire tourner des bébés qui se seraient pas retournés tout seuls. Donc, qui est une intervention qui en vaut probablement la peine. Mais que si une intervention se tient quelque part tu sais, autour de 50, c'est très proche de 50% d'efficacité, mais là, on peut peut-être sainement remettre en question la pertinence de cette intervention-là parce que, grosso modo, elle a le même taux de succès que si on avait juste rien fait. Puis le taux de réussite de la version par manœuvre externe pour les premiers bébés se trouve autour de 50-55%. Puis j'avais lu un texte justement le médecin qui était comme, je pense qu'on impose ça aux femmes pour rien parce qu'anyway, notre taux de succès avec les versions par manœuvre externe, c'est le même que si on faisait rien. Puis si on fait rien, il n'y a pas d'effet secondaire. Puis si on fait la manœuvre, ben ça vient avec un pourcentage de risque aussi, donc on peut juste laisser les affaires tranquilles. Ceci dit, nous en AQ, on a plus que 50% d'efficacité pour tourner les bébés, comme mettons dans les études les moins le fun, on a 60% des taux d'efficacité, puis dans les plus efficaces, on a comme plus autour de 75-80. Fait que comme ça reste, euh, ça reste très pertinent de se dire que OK, la Q aide plus que si on avait juste rien fait puis laissé la nature aller sans intervention. Au moment de la naissance, il y a 4 à 5%. Des fois, c'est un petit peu plus, là, dépendant des statistiques de où est-ce que ça vient dans le monde, mais comme ça donne quand même un ordre d'idée, qui sont encore en siège au moment de la naissance. Puis, il y a un plus petit pourcentage, 0,3, 0,6, qui sont des bébés en transverse ou en oblique au moment de la naissance. Là, ils naissent pas vaginalement en transverse ou en oblique. Ça va être au moment de la naissance par césarienne, pour transverse, là, définitivement. Puis de ces deux pourcentages-là combinés, qui vont avoir à peu près typiquement le même sort et le même traitement dans nos sociétés occidentales, ça veut dire la césarienne planifiée, fait que ça monte à 4 à 5,6% environ. Donc, ça va représenter 11% des césariennes aux États-Unis qui vont être pour les bébés en siège. Ok, 11%, des fois, les chiffres, c'est facile de se dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. C'est sûr que comme pour le nombre de femmes enceintes qu'il y a aux États-Unis, 11%, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde, là. C'est beaucoup de césariennes, hein. Mais je, je- comme ordre d'idée, le 4 à
le nombre de pourcentage de bébés en siège, c'est le même nombre de prévalence de personnes qui sont rousses. C'est un peu, c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure comparatif, là, mais tu sais, 4%, ça sonne, 4-5%, c'est pas beaucoup, mais comme, c'est le même pourcentage de gens qui sont roux, puis des gens qui sont roux, il y en a plein. Fait que, des bébés qui finissent en siège, il y en a plein, aussi. Puis 11%, c'est quand même très gros, là, de césariennes qui auraient pu, mettons qu'on se dit, là, là-dessus, ils ont eu le 50. Il y a eu le, tu sais, on a laissé la nature aller, puis il n'y a pas eu nécessairement d'intervention. On va genre assumer ça dans notre tête, là. Mais s'ils étaient tous allés en acupuncture, ben on aurait pu aller sauver comme un 20 à 30% de plus de ces femmes-là d'avoir l'obligation d'aller en césarienne planifiée. Fait que comme it's huge. C'est vraiment gros. Après ça, là, c'est là où je vous pousse plus loin pour dans le parcours, là. Ben, première petite stat, les pourcentages des personnes enceintes et toutes femmes qui vont devoir aller en césarienne planifiée, c'est 91. C'est la science la plus récente que j'ai trouvée, mais c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, là. 2015 qui est comme le moment où j'ai gradué. Puis en disant le truc que j'ai vu le plus d'amélioration dans le système de santé québécois, c'est le support qu'on donne aux bébés en siège. Fait qu'il y a plus de femmes qui ont la possibilité d'accoucher leur bébé en siège, mais il y en a encore comme vraiment pas beaucoup. Puis c'est culturellement tellement ancré dans notre tête qu'un bébé en siège, c'est sûr qu'il naît par césarienne, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui pensent que c'est une option, qui vont le demander ou qui savent que ça peut être sécuritaire. Ils ont déjà fait leur idée parce que culturellement, c'est ça qui est véhiculé. Et que je pense qu'on est un petit peu plus bas que ça maintenant au Québec, mais pour vrai, marginalement plus bas. Après ça, là, si on se pousse aux prochaines grossesses, il y en a 21,7 qui vont tenter un accouchement vaginal après leur césarienne. Donc, ça veut dire que 78% de celles qui ont eu une première césarienne vont avoir une autre césarienne. Puis ensuite, le pourcentage de ceux qui vont en avoir une troisième, s'ils décident d'avoir un troisième enfant par après, va être encore plus élevé. Le pourcentage de femmes qui tentent un AVAC après deux césariennes est encore plus bas que celles qui tentent un AVAC pour le premier. Fait que éviter la première césarienne, c'est vraiment important pour lui permettre d'avoir plus d'options puis pas se retrouver encore dans le même silo de Hey, Colin, va falloir que j'aille d'autres césariennes après. Puis de celles qui veulent tenter un AVAC, Colin, que des fois c'est compliqué, puis que les médecins ils sont pas soutenants, puis que les équipes ils sont pas encourageantes, puis qu'il y a pas le support, puis les options que les femmes ils voudraient avoir. Puis c'est comme un parcours de combattante, genre, qui est vraiment comme plein d'énergie perdue à un moment où est-ce que ta grossesse est déjà énergivore. Et si on est capable de sauver, en tout cas, sauver de la césarienne, dans ce contexte-ci, on va assumer que c'est ça que la famille a veut parce qu'ils viennent nous consulter. Là. Si quelqu'un est bien heureuse avec sa césarienne planifiée puis son bébé en siège, elle n'ira pas consulter en AQ, puis c'est tant mieux pour elle, là, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Mais pour celles qui veulent pas de césarienne, puis que c'est la fin du monde, puis que c'est un gros drame, puis que c'est le deuil précipité de l'accouchement qu'ils ont planifié pendant toute leur grossesse, ben comme eux autres, pour vrai, on peut me sauver, hein. C'est un gros terme, là, mais les sauver de cette césarienne-là qu'ils voulaient pas, puis leur permettre de vivre l'accouchement qu'ils voulaient au moins plus, puis de garder leur plan initial. Puis après ça, ben, on leur sauve toute la chenoute là, de devoir comme avoir d'autres se battre comme des perdus pour avoir d'autres accouchements vaginaux après la naissance du premier bébé. Gardez en tête aussi que si vous avez des clientes qui ont un suivi sage-femme, ben, ils perdent leur suivi sage-femme s'ils ont un bébé en siège. Puis généralement, quand tu suis un suivi sage-femme, c'est pas parce que ça te tentait beaucoup d'aller à l'hôpital. Pour vrai, c'est verbalisez-le là, si vous avez des clientes qui ont un suivi sage-femme et qui ont un bébé en siège, là, à quel point comme que c'est terrible. Là. Tu te fais genre tirer le tapis en dessous des pieds à la dernière seconde. Tu as tout ton plan de naissance, tu as toute ta grossesse, tu as visité la maison de naissance ou tu as préparé ton domicile, tu as loué ta piscine, comme toute ton idée est cristallisée puis est faite dans ta tête. Il y a une expérience que tu veux vivre, que tu as mis plein d'efforts mentaux et physiques pour te rendre là. Puis finalement, ben c'est pas ça qui arrive. Too bad for you. Ta sage-femme que t'aimes avec qui tu as un lien de confiance, tu l'as plus. Puis l'hôpital où tu voulais pas aller, ben c'est là que tu t'en vas accoucher, ma belle. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est gros. Puis c'est pas juste on parce qu'il y en a qui sont un peu plus ambivalentes, puis sont comme ben, l'accouchement, je m'en fous un peu, mais je veux pas avoir une chirurgie abdominale majeure, puis c'est bien correct, mais il y en a beaucoup, c'est pas juste ils veulent pas de césarienne, c'est que il y a quelque chose qu'ils veulent vivre, qu'ils pourront même pas essayer de vivre.
comme dans mon petit message général de c'est vraiment important qu'on fasse une bonne job pour nos clientes qui ont des bébés en sèche parce qu'il y a comme il y a beaucoup de choses émotionnelles aussi là. Puis je pourrais en parler plus longtemps, mais c'est important pour plein de raisons. Fait que faisons faisons une bonne job, tout le monde. Prenons soin de ces bébés-là. Puis j'ai ressorti notre statistique qui elle est beaucoup plus récente. Nos résultats montrent qu'un accouchement ultérieur, fait que le prochain accouchement après une césarienne pour un bébé qui est présenté par le siège, est associé à une augmentation de la morbidité maternelle et infantile, quel que soit le mode d'accouchement. Ces résultats doivent être pris en compte lors des consultations prénatales pour un premier accouchement par le siège, car le mode d'accouchement choisi a une incidence sur les grossesses et les accouchements ultérieurs. Fait que s'ils se sont rendus compte, c'est ça, que c'était un premier ton premier bébé, s'il est en siège, tu as une césarienne planifiée, ben que après ça, indépendamment que pour le deuxième bébé, tu choisisses une deuxième césarienne planifiée ou que tu tentes un AVAC, tu vas avoir un plus haut risque de morbidité infantile et maternelle. Fait que dans le fond, il y aurait potentiellement peut-être une coupe de risques qu'on sauve d'accoucher le bébé en siège au premier bébé, ben on les repitch au deuxième bébé. Mais cette accumulation de risques est juste le transférer au prochain. Puis que ça devrait faire partie des rencontres prénatales quand les femmes y prennent leur décision de dire est-ce que ta famille, elle s'arrête ici ou est-ce que tu veux d'autres enfants? Puis si tu veux d'autres enfants, sache que ben on devrait leur offrir le support d'accouchement en siège après aussi, là, mais que l'accouchement en siège, ça pourrait être une bonne idée parce que même s'il y a un léger plus haut risque d'accoucher un bébé en siège, ben tu te sauves le transfert de risque à tes prochains bébés pour toutes tes autres grossesses. Fait comme c'est quoi votre planification familiale, puis comment vous voyez votre famille dans le futur. Fait que ça peut être une considération pour certaines personnes. De dire, ah, OK, ben, tu sais, c'est mon dernier bébé, donc ma décision est différente de comme j'ai le goût d'avoir une grosse famille. Puis aussi, pour la version par manœuvre externe, si on peut sauver ça aussi. Sauver, encore, c'est un gros mot, désolé. Je sais pas de synonyme intelligent qui me vient en tête. Mais si on peut éviter ça à nos clientes, ben, il y a des risques là aussi. Là, j'en parle pas là, mais j'en parle dans la formation avec Dominique. Là. Mais un des risques qu'on pense, qui est pas tant nommé, c'est que même si la version qui fait que quelqu'un de façon extérieure sur la bedaine tourne le bébé fonctionne, ils ont un plus haut risque de césarienne que les bébés qui se sont tournés spontanément. Fait que si on réussit à tourner, ben, c'est pas nous qui le tourne, là, nous, on crée un climat optimal pour que le bébé en siège se retourne. Mais si ça se fait tout seul, ben, comme elle évite ce risque potentiel de césarienne plus élevé que si bébé se retourne via une version par manœuvre externe. Désolée. Fait que moi, ma réflexion, mon éditorial par rapport à ça, c'est que, mettons, il y avait un psoas dans le chemin du bébé. Super tendu. Puis à toutes les fois que le bébé essayait de faire sa rotation, quand il était rendu à la fin, il pognait dans le psoas, puis il était comme non, je suis pas bien, je me remets en siège. Puis là, ben, il y a une version par manœuvre externe qui est faite, que la bande tendue musculaire, on peut passer outre. Puis là, le bébé est forcé d'être retourné. Puis là, il se retrouve dans une position que, ben là, oui, il est coincé encéphalique, puis il va naître comme ça. Mais la problématique dans le psoas, c'est elle est fuck all réglée. Genre, elle est encore là. Et que le débalancement musculo-squelettique qui retenait le bébé en siège n'a pas été adressé. Donc, les conséquences de ce débalancement musculo-squelettique-là, ben, il existe encore. Puis ça se résulte par un risque plus accru de césarienne d'urgence. Et que fait que ça reste ça. Fait que traitons nos clientes avant qu'ils aillent en version. Puis si jamais ils ont une version, si quelqu'un nous appelle, hey, je viens d'avoir ma version, elle n'a pas fonctionné, mon médecin il me renvoie en acupuncture, soit avant de me faire une deuxième version, parce qu'il y a un médecin à le gardeur qui fait ça. Merci, merci docteur. C'est vraiment cool comme reconnaissance. Soit, ben, j'ai une sortie de ma version, là, j'ai pleuré, j'avais de la peine. L'infirmière, elle m'a dit, ah, ben, tu sais, tu peux aller en acu. Puis là, je suis fâchée, personne m'en a parlé avant. Genre, il est-tu trop tard? Pouvez-vous m'aider? Puis là, on répond oui. Ben, parce que le débalancement musculo-squelettique était encore là. Puis même si quelqu'un nous appelle, puis nous dit, ben, je veux des traitements de préparation à l'accouchement, mon bébé est en sèche, j'ai eu ma version, ça a bien fonctionné, ben, assumez pas qu'il n'y a pas encore comme un déséquilibre sous-jacent qui a peut-être pas été adressé, qui a pas été traité, malgré la réussite de la version. Puis là, c'était j'avais fait un petit aparté pour les bébés en siège, mais la technique pour le diaphragme, elle marche pour tous les bébés, là, indépendamment de leur position, là. Leur faire plus de place, c'est toujours une bonne idée.
sauf dans les cas de Peldranios, mais là, comme je n'aurai pas le temps de parler des exceptions. Fait qu'un bébé placé optimalement, c'est quoi au juste? Parce qu'on pourrait assumer rapidement de dire qu'un bébé en siège, il est mal placé, puis qu'un bébé encéphalique, il est bien placé. Puis qu'un bébé, mettons, en postérieur, fait qui regarde vers vers le pubis de sa maman plutôt que regarder vers les fesses, il est mal placé. Puis un bébé en antérieur, il est bien placé. Puis je voudrais qu'on fasse attention à notre langage, de pas laisser sous-entendre qu'il y a des bébés qui sont bien placés ou mal placés, comme on est qui pour dire ça? On n'en a aucune idée. Le bassin à l'intérieur, il a l'air de quoi? Peut-être que nous, objectivement, on le regarde de l'extérieur, puis on est comme, il est en siège, mauvais bébé, t'es mal placé, je vais t'aider à mieux te placer ou à bien te placer. Mais dans le fond, lui, il est à l'intérieur, puis il est comme, bitch, please, si t'étais là, puis si tu voyais ce que je voyais, puis tu filais ce que je filais, tu te rendrais compte que la position la plus sécuritaire pour moi, c'est en siège, merci beaucoup. Oui, imaginez que ce bébé-là, il est assis, puis moi aussi. Fait que fait qu'on le sait pas. Concrètement, on n'en a aucune idée qu'est-ce qui est optimal pour ce bébé-là. Fait que, puis toute notre philosophie en médecine chinoise, quand on adresse un bébé en sèche, c'est ça, on n'est pas physiquement en train de retourner le bébé, là. Je vais pas, pendant un accouchement, retourner un bébé en postérieur, en antérieur, intravaginal, là. Puis je vais pas physiquement retourner un bébé en sèche pour le mettre en céphalique. Et notre philosophie, dans nos outils thérapeutiques, c'est beaucoup, ben, on fait de la place à ce bébé-là. On augmente le liquide amniotique, on relâche les ligaments, les muscles, ou on diminue le liquide amniotique, dépendant de la situation. Puis, tu sais, on va s'assurer qu'elle n'aille pas de tension, qu'elle n'aille pas de tension énergétique ni émotionnelle, que, tu sais, tout soit free, chi freeing slowly. Fait que du chi qui bouge bien, émotionnellement, spirituellement, physiquement, puis tout ça. Puis ensuite, ben, bébé va se placer comme il veut se placer. Fait que nos outils thérapeutiques puis nos modalités de traitement, c'est beaucoup dans la philosophie de, ben, il n'y a pas de, tu sais, baby knows best. Fait que le bébé va se placer comme il veut, le mieux qu'il peut avec dans l'écosystème dans lequel il est. Mais des fois, dans notre langage, là, c'est là que je veux vous lever un flag. Dans notre langage, on va quand même avoir une optique de bon bébé, mauvais bébé. Fait que bébé, il est bien placé ou bébé, il est mal placé. Fait que essayez de faire attention, de pas planter cette graine de doute-là là, dans la tête de vos clientes que peut-être que leur bébé, c'est un mauvais bébé ou que leur corps il est brisé parce que leur bébé est en sèche, leur bébé il est placé d'une autre façon funky, là. Genre, quand on met un label de bon ou mal, ben on laisse sous-entendre un peu qu'il y a comme il y a quelque chose il y a un processus brisé chez elle un peu, là. Tu sais, OK, ben, ton bébé est en siège, il est mal placé, c'est correct, je vais t'aider à bien le placer. Puis ce qui peut être reçu inconsciemment par elle, puis je comprends que c'est jamais l'intention qu'on a, là, c'est que ben mon corps est brisé, mon bébé, il est peut-être pas un bon bébé ou il est peut-être têtu, puis ben je peux pas faire confiance à mon corps parce que comme mon corps a placé mon bébé d'une façon qui est pas optimale puis qui est pas bonne, fait que mon corps est pas cool, mon corps comme je peux pas me laisser aller dans mon émotion puis dans la confiance parce que ben mon corps vient de me prouver que ben je peux pas le truster. Le gros problème avec les bébés en sèche, c'est qu'on les laisse pas accoucher en sèche, OK? Mais ça, on changera pas le système. Fait que vu qu'on peut pas patcher, puis traiter, puis mettre des aiguilles dans le système, on peut dire quand même mauvais système. Genre, si vous voulez le nommer, vous pouvez le nommer, là. Mais c'est bon système ou mauvais système, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais bébé. Il y a juste des bébés. Idéalement, les bébés, ils pourraient accoucher en sèche, puis on leur ferait juste des traitements de préparation à l'accouchement. Puis les bébés qui se retournent, ils se retournent. Puis ceux qui restent en sèche, ils restent en sèche, puis on fait confiance. Mais là, on peut pas forcer tous les médecins à être compétents pour accoucher des bébés en siège, malheureusement. Fait que là, nous, on patche le système en les plaçant de la façon la plus optimale pour le système. C'est ça. C'est ton bébé, ce serait mieux qu'il soit la tête en bas pour le système. Pour ton chemin à toi, bien personnel, dans le système. Ton bébé, ce serait mieux qu'il soit en antérieur pour le système, parce que le pattern de travail, il va être mieux respecté s'il est en antérieur dans le système. Fait que c'est ça, j'ai fait beaucoup d'éditoriaux un matin, mais c'est bien important. Faites attention à votre langage. Nous, ce qu'on fait, c'est on libère de la place, puis on fait confiance à bébé qui va se placer de la meilleure façon pour son parcours jusqu'au monde. Fait que là, je vais parler du berceau. Puisque je trouve que des fois, dans un contexte de bébé en siège, on pense beaucoup à juste certains groupes de muscles, mais pas comme tous les groupes de muscles. Puis bébé, il est pas. Ben, on pense avec notre réflexe, c'est de penser bipède, je suis un bipède qui me déplace dans un monde rempli de gravité. Mais un bébé,
il est dans de l'eau. Donc, il est un petit peu plus en apesanteur, puis si on était des créatures aquatiques, peut-être qu'on aurait une réflexion différente, mais c'est dur de se mettre à la place de l'enfant qui est dans de l'eau, puis qui est entouré par plein de structures qui vont rentrer, comprimer, puis est-ce qu'il y a du liquide, pas de liquide, est-ce que les couches ils glissent ensemble ou ils glissent pas ensemble. Fait que pour libérer de la place pour le bébé en siège ou tout autre bébé placé de façon peut-être non optimale pour le moment de l'accouchement où est-ce qu'on est. Ça serait pertinent aussi pour, mettons, quelqu'un qui est à 41 semaines, puis le bébé est encore à -4, -5 dans ses côtes, là, comme super, super flottant, là, puis pour une raison ou une autre, ce bébé-là ne veut pas descendre, là. Fait que ça aussi, ça pourrait être cette réflexion-là tiendrait aussi, là. Mais OK, bon, bébé en 3D. L'environnement en 3D peut affecter le bébé. Fait qu'autant la bédaine, les ligaments ronds, on va les montrer la technique de penture pour les ligaments ronds dans formation de 2 jours, là, sur des modèles enceintes, parce que sinon, bonne chance de trouver les ligaments ronds, là. C'est c'est ça. En tout cas, au niveau de la bédaine, là, puis, fait que là, c'est ça, l'en avant, les abdominaux, puis après ça, là, moi, ce que je viens vous parler, c'est le top, fait que le diaphragme, les côtes, comme tu sais, les abdominaux obliques, les intercostaux, fait que tout dans le haut, puis après ça, dans le dos, beaucoup aussi, là, fait que ça, c'est un autre des figures de cas que je vois le plus souvent, c'est qu'il y a une hyperlordose qui est créée parce que ben, Colin, on est une société sédentaire, fait que ces grands fessiers, ils dorment au gaz parce qu'ils sont trop assis, fait qu'à cause de tout ça, ben, le psoas il est rendu, pas le psoas, ben oui aussi, ça va être problématique en cours de route, là. Mais le piriforme est rendu trop dur pour essayer de restabiliser le bassin. Puis là, l'hyperlordose qui est créée par ça, ben le corps des lombes va essayer il va devenir super dur pour essayer de retirer la colonne. Fait que, bref, on start notre accouchement déjà avec tout plein un pattern musculo-squelettique qui est zéro optimal, puis la grossesse vient juste empirer ça. Fait que vraiment pas rare qu'il y a tout plein de tension dans le bas du dos, puis qu'il y a une hyperlordose. Fait que là, imaginez comme toutes ces os-là qui creusent vers bébé. Fait que allez, c'était pas le but aujourd'hui, là, mais gardez en tête que le bas du dos aussi, il faut aller le lousser ça puis libérer de l'espace. Puis aussi le plancher pelvien, fait que le bas de bébé. Fait qu'en 3D, en haut, en avant, en arrière, en dessous, ses côtés, tout ça, ça peut tout impacter l'espace qui est disponible. Puis ici, j'avais mis, parce que je la trouvais vraiment trop chouette comme image, là, de la peau, fait que la couche la plus extérieure, jusqu'à temps qu'on trouve à l'amnion, qui est la partie fétale de la membrane de la poche de bébé. Fait que tout ce qui se retrouve entre nous puis bébé. Puis nous, ben, ce qui est le fun en AQ, c'est que nos aiguilles, ben, on décide bien à quelle longueur, où est-ce qu'ils se rendent. Fait qu'on est capable d'aller traiter spécifiquement une couche ou une autre, puis pas les autres, dépendant de ce qu'on va chercher. Puis ici, ben, j'ai aimé cette image-là parce qu'on avait l'utérus qui est plein, puis le diaphragme qui se trouve juste là, avec le top du berceau. Un diaphragme en tant que tel, vu que c'est le but de, de la patente, fait que qui va revêtir comme toute la cavité abdominale ici, gigantesque muscle. Là, il y a des piliers qui s'attachent au niveau lombaire. On le voit quand même bien dans l'image, là, je vais le remettre. Puis pas à la même hauteur. Fait que à droite, au niveau de L1, L3, puis à gauche, L1, L2. Fait qu'un petit peu plus haut à gauche qu'à droite. Je sais même pas anatomiquement pourquoi c'est comme ça. Il doit y avoir une raison bien intelligente. C'est pas grave. Je traite pas le diaphragme par en arrière. Quoique, sachez que ça va jusqu'au niveau au niveau des lombaires. Puis le diaphragme, il fonctionne. J'ai mis in a vacuum parce qu'il n'y a pas de mot français qui décrit le concept. Je vais vous le décrire avec plein d'autres mots après. Mais c'est, tu sais, si j'ai une seringue, puis je tire la seringue, l'effet sous vide, la pression c'est un vide qui attire le liquide que je suis en train d'essayer d'aspirer. Fait que c'est ça qui se passe avec le diaphragme, puis le diaphragme pelvien, là. Des fois, c'est carrément, il s'appelle aussi le diaphragme, là. Juste d'en bas. Quand un tire, ça tire l'autre, puis quand l'autre tire, comme il va y avoir vraiment un mouvement de, je vais le faire plus fluide, là. Je vais en reparler tantôt, puis je vais avoir une image pour ça, mais comme les deux fonctionnent comme des pompes à pression négative, pour peut-être une meilleure traduction, là.
On a vacuité en français, qui est le vide qui attire le plein, mais on l'utilise jamais, fait que je l'ai pas nécessairement mis. Et que les deux travaillent intimement ensemble. Puis, c'est aussi que le diaphragme, c'est une des causes, des cas de figure les plus fréquents pour les bébés en sèche. Fait que dans toutes il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ok, pourquoi on se retrouve dans la situation qu'on est. Puis des fois, c'est juste bébé qui est bien, là, puis c'est correct, là. Mais une des choses que je vois le plus souvent en clinique, c'est un bébé qui est jacké à droite, bien suctionné dans les côtes, puis sous le diaphragme. Fait que c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'est comme quelque chose qui revient souvent. J'en avais une cliente qui m'avait vue pour un bébé en sage, c'était son troisième bébé. Puis je fais ma palpation, puis je fais mon évaluation, comme tout le berceau, là, en 3D, puis on va les montrer, moi, puis Dominique, les techniques de palpation, pour comme vous donner une espèce de framework, là, pour pas que ce soit, tu sais, comme juste palpe des affaires. Puis où est-ce que j'avais senti qu'elle avait plus de tension, c'était là. Elle avait un peu dans le dos, mais comme pas vrai, pas tant grand-chose, là, mais à droite, au niveau des côtes. Puis j'étais comme, ah, c'est drôle, elle m'a pas dit qu'elle avait mal. Parce que je demande, dans mon interro, je demande tout le temps où est-ce que tu as mal pour guider un peu ma palpation, puis me dire, ben, si elle a mal quelque part, c'est sûr qu'il y a quelque chose de coincé, et pas trop loin non plus, là. Puis elle m'avait pas dit qu'elle avait mal aux côtes. Fait que, tu sais, j'ai mentionné que c'est là qu'elle avait le plus de tension parce que je communique tout le temps qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je sens. Puis le traitement d'après, elle en avait déjà moins. Puis elle m'a dit, hey, c'est drôle, j'ai porté attention à mes côtes à droite, puis j'ai pas mal tout le temps, puis c'est pour ça que j'y pensais pas pendant l'interro, mais j'ai mal quand je fais beaucoup de route. Comme si je fais beaucoup de route, c'est insupportable comment j'ai mal à mes côtes à droite. J'étais comme, ah, OK, cool. Mais fait que finalement, physiquement, dans son corps, elle avait des moments où est-ce qu'elle sentait cette tension-là. C'est juste que ça y était pas venu à l'esprit au moment où on en avait parlé. Puis l'autre traitement d'après, ben là, on en avait plus de tension à ce niveau-là. Je pense que j'ai mis peut-être une aiguille à chier, là, juste pour comme finir la job, là, mais ça, elle était totalement optionnelle, là. Puis elle m'a dit, ben, elle avait fait full de route, puis qu'elle se sentait super bien, puis qu'elle avait pas eu mal. Fait que la tension au niveau de son diaphragme, ses côtes à droite, il avait été résolu quand même rapidement. Puis elle, en plus de l'aider pour son bébé en siège, ben, ça y avait fait du bien pour quand elle allait au chalet, puis qu'elle revenait, puis qu'elle avait moins mal. Mhm. Puis le diaphragme pendant la grossesse, de mentionner parce que chaque muscle va réagir différemment au sacrifice, à la charge d'être enceinte. Je voulais traduire de l'anglais, là, que je l'ai. La capacité des muscles respiratoires à développer une pression semble donc préservée dans la grossesse, même si la géométrie de la cage thoracique est significativement modifiée durant la grossesse. Les côtes, ils vont flare, ils vont comme plouc, se tasser pour prendre plus de volume pour accommoder le bébé qui grandit en dessous. Les muscles abdominaux s'allongent et modifient leur insertion, tout en conservant leur capacité de développement musculaire. Le diaphragme se déplace vers le haut en fin de grossesse. Le diaphragme accroît sa contribution à la respiration spontanée maximale tout en conservant son épaisseur malgré son allongement dû à la croissance de l'utérus. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes, là, genre Tug Life diaphragme. Fait que bravo diaphragme. Fait que, sur sa capacité respiratoire, apparemment, il est capable de s'adapter très bien. Fait que good for you. Euh, Puis là, ça avait pas été analysé pendant cette étude-là, puis je trouve ça dommage, puis j'aurais aimé ça. Puis là, ma question, c'est oui, mais sur la fonction motrice du muscle, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié par la grossesse? Moi, je vais assumer que oui, parce que n'importe quel muscle qui est trop étiré devient inhibé puis paresseux, puis perd de son tonus musculaire. Fait que j'assume que ça se passe pendant la grossesse, puis ça peut devenir pertinent d'aller traiter le diaphragme, tout ça aussi, mais du côté de la respiration, ça semble très bien de ce côté-là. Fait que ben, bravo, bravo diaphragme. Puis mon hypothèse est sur l'inhibition du diaphragme après une grossesse parce il a allongé à cause du changement des côtes, là. Ben, je l'ai pas testé. Je sais pas c'est quoi le test de résistance musculaire du diaphragme. Si quelqu'un le connaît, comme shootez-moi ça parce qu'on pourrait le tester en clinique concrètement. Puis là, le diaphragme en méduse. Fait que ça, c'est mon truc mémotechnique pour, je sais pas si on peut dire mémotechnique, mais mon truc, si vous êtes plus comme visuel là, dans votre apprentissage, pour vous souvenir du mouvement du plancher pelvin puis du diaphragme. Parce que
la pompe. Tu sais, imaginez la méduse, puis vous pouvez faire la méduse aussi en clinique. Fait que fait que là, tu sais, ici, on a la contraction. Ça le lague un petit peu, désolé. La contraction du diaphragme qui attire l'air par piston, par vide, par vacuité. Fait que le qui se remplit. Fait que là, ici, le plancher pelvien devrait, au bord, se détendre. Puis ensuite, quand il y a l'expiration, le diaphragme va se détendre, puis le plancher pelvien va se contracter. Fait que les deux, ils vont faire des mouvements opposés pour moduler la pression intra-abdominale puis aider la respiration. C'est probablement pour ça que le plancher pelvien se fait appeler diaphragme pelvien, parce qu'il comme, il agit comme un diaphragme. Le même principe, mais juste à l'opposé. Fait qu'on a peut-être une belle petite action yin-yang qui se donne ici. Fait que inhaler puis exhaler, j'ai oublié de traduire cette phrase-là. Fait que l'inhalation puis l'expiration, puis l'exhalation. Avec l'air entre, le diaphragme, il se contracte, le plancher pelvien devrait se relâcher, puis ensuite l'air sort, le diaphragme, il se relâche, puis le plancher pelvien devrait se contracter. Fait que ça, je sais pas si c'est la Eliane qui est encore là, mais t'es en auto, tu vas pas te manifester, là. Moi, physio périnéale, j'assume que, parce que je sais pas si toutes les physio périnéales le font, puis je peux pas parler de la pratique de tout le monde, mais qui vérifie est-ce que le réflexe du plancher pelvien suit la respiration ou est-ce qu'il est inversé? S'il est inversé, c'est pas bon. Fait qu'il faudrait vraiment que ça Mais là, fasse. si jamais tu veux Oui. me jaser, je suis stationnée, je suis en train de t'écouter. C'est trop Wow, incroyable. intéressant. Quel beau Est-ce que timing. est-ce que tu peux répéter ta question par Ouais, rapport à... j'ose croire que toutes les physios périnéales le vérifient qu'il n'y a pas un réflexe inversé au niveau du diaphragme du plancher pelvien. Mais je, Ben là, mais je moi, peux je pas peux pas prendre. répondre. Je peux pas répondre Là? pour toutes les Ouais, physios, c'est ça. ça, c'est sûr. Ben, j'ose croire. J'ose Ouais. croire, j'aimerais ça. On se le Euh, souhaite. Mais en même temps, ça arrive très, très, très souvent qu'on voit une poussée à l'inspiration, excuse-moi, à l'expiration. Fait Mhm. que oui, effectivement, c'est très important à vérifier. Je voulais juste aussi te noter que, tu sais, ton espèce de vacuum que tu parles, là, on Ouais. appelle ça carrément de l'aspiration diaphragmatique en français. Fait que tu peux utiliser le terme OK. aspiration diaphragmatique. Cool. Merci. Puis j'ai plein d'autres choses à dire, mais Mm. je vais te réécrire, inquiète-toi pas, c'est hyper intéressant, Rebecca, merci. Ça me fait plaisir. Merci de ta contribution. Fait que là, nous, on peut pas l'évaluer. Est-ce qu'ils ont un réflexe inversé? Mais on peut les inviter à explorer leur corps par elles-mêmes quand ils sont chez elles, puis tranquilles, puis de se concentrer sur leur plancher pelvien, puis de penser à la méduse. OK. Fait que quand j'ai une inspiration, est-ce que j'ai l'impression que mon dôme de plancher pelvien, il sort, il relâche, puis à l'inverse, quand que je soupire, est-ce que j'ai l'impression que mon plancher pelvien se contracte puis il remonte? Mais là, c'est subtil, là, ça sera pas une méga contraction puis un méga relâchement, mais juste d'essayer de se connecter avec leur corps puis de prendre conscience de, y a-tu un mouvement un petit peu dans mon plancher pelvien, en tout cas? Puis, Je peux peut-être t'interrompre ouais, bah parce oui. que je trouve ça vraiment trop intéressant, mais il y aurait peut-être un moyen pour vous de l'évaluer, c'est-à-dire que si la cliente met sa propre main sur sa vulve et que Mhm. vous mettez votre main par-dessus sa vulve, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Ben, on a des formations en acupuncture périnéale. C'est juste qu'on peut pas Donc, faire, ça va être de l'évaluation de physiothérapie. On pourra pas dire, tu as un réflexe inversé. Le diagnostic je qui vient par comprends. après, c'est de l'évaluation de physiothérapie. Mais on a le droit de faire des évaluations au niveau du plancher pelvien, mettons au niveau des, tu sais, des muscles et des structures. Mais on pourrait pas OK. dire, nommer la patente, ni nécessairement conseiller des grosses pistes de solutions, là. Fait que tu tombes plus dans l'auto-évaluation, puis Ouais. OK. Mais Parfait, merci. elle pourrait le constater en clinique, puis nous dire comme qu'est-ce qu'elle trouve. Ça pourrait, tu sais. Il y a comme une petite ligne là-dedans qui rentre vraiment comme l'évaluation de la patente, c'est de la physiothérapie, fait qu'on peut pas. Parfait, Mais merci. ouais. Non, c'est cool. Merci de tes interjections, c'est super intéressant. Mais tu sais, on peut, c'est ça, dans l'auto-exploration qu'elle fasse à la maison, puis si juste à essayer de sentir son plancher pelvien, elle sent encore rien, elle peut mettre sa main sur, tu sais, c'est ça, sur son plancher pelvien, puis essayer de filer un petit peu plus. Puis si elle nous ramène l'autre traitement d'après, de comme, hey, j'ai essayé ton affaire, là, je comprends rien. Soit elle se connecte pas avec son plancher pelvien, ou si elle réalise qu'elle a un réflexe inversé, ben là, vous lui conseillez très fort d'aller en physio que ça serait super important.
Mais au début, on peut au moins lancer la piste de Hey, essaye de filer ta méduse. Puis là, j'ai trouvé par un, un IRM, là, puis concentrez-vous pas sur le bébé qui bouge, là, même si c'est vraiment méga cute qu'on le voit avaler, là. Mais comme le diaphragme ici, puis le mouvement en dessous du plancher pelvien. Fait que, tu sais, j'exagère avec ma main le mouvement que ça fait, là, mais surtout son diaphragme, elle respire pas bien fort. Peut-être qu'il était stressé en dessous de l'IRM puis qu'il retenait un peu son souffle, là. Mais le plancher pelvien, il est vraiment, vraiment clair, là. Fait que le mouvement qui fonctionne les deux ensemble. T'es bien cute, bébé. Puis là, je vais vous parler du diaphragme comme image digitale. Fait que là, c'est là que pour les non-accus, ça va être comme ben mêlant, là, ou les acupuncteurs qui ne travaillent pas du tout avec tu sais, du Dr. Tongue ou du TAN ou du Balance Method. Fait que, c'est pas, j'en parle plus dans mon gros cours en périnatre, là, mais là, c'est juste pour vous donner un petit aparté. Pourquoi? Tu sais, anatomiquement, ça fait du sens qu'on va traiter le diaphragme pour laisser la place pour bébé, mais sachez que quand on traite le diaphragme aussi, avec nos petites ponctures, vous allez aussi aider à traiter le plancher pelvien. Fait que vous allez relâcher les deux, aider à harmoniser et le haut du berceau de bébé et le bas en même temps, juste en traitant le haut. Parce que le diaphragme peut servir d'image pour le plancher pelvien distal, puis le plancher pelvien peut servir d'image distale pour le diaphragme. Fait que vous pourriez aussi, à l'inverse, vous servir du plancher pelvien pour aller traiter des trucs de diaphragme. Cependant, c'est un peu plus invasif, mais ça fonctionnerait cliniquement. Fait que- mais utiliser le diaphragme pour traiter le plancher pelvien. Fait que même si vous n'avez pas votre formation de poncture en plancher pelvien, mais vous pourriez quand même vous dire, hey, cool, je suis capable d'aller affecter un en traitant l'autre. J'ai sorti une petite citation du Neijing. Le traité de l'empereur jaune. Faut que je le dise avec un accent. Parce que c'est vieux. Divers pricking to the right side or to the left. Contralateral insertion of pricking or. Je pense que j'ai coupé une phrase. Or pricking the upper part to cure the lower disease. And pricking the left side to cure the right. Fait que, basically, notre truc, le fondement de la philosophie dans des images, du balance method, c'est que on va traiter, piquer le côté droit pour traiter le côté gauche, piquer en contrôle latéral, fait que, c'est en diagonale pour traiter l'autre diagonale. Puis c'est là que je vous ai ressorti, c'est qu'on va piquer le haut pour traiter le bas. Fait que le haut du dôme pour traiter le bas du dôme. Puis aussi, checker comment c'est pareil. C'est beau. C'est comme tout entouré d'os, tout entouré d'os. Il y a comme un dôme qui tapisse, puis il y a un dôme qui tapisse dans les deux cavités. Fait que c'est magnifiquement similaire. Puis l'autre principe fondamental, one of the leading tongue principles is to treat disease structure by needling distant and analogous, ça c'était le mot que je veux qu'on retienne, healthy areas. Fait qu'on va traiter la partie qui est blessée puis qui fonctionne pas, en allant traiter une partie qui, elle, fonctionne peut-être mieux, mais surtout qu'il y a des tissus analogues. Fait que, fait que pour traiter les os, on va piquer les os. Pour traiter les tendons, on pique des tendons. Fait que pour traiter un dôme qui tapisse une cavité, on va traiter l'autre dôme qui tapisse la cavité. Fait que vu qu'ils ont, tu sais, de façon analogue, c'est des tissus très, très, très similaires, mais on va pouvoir encore plus efficacement traiter un pour utiliser l'autre. Puis là, ça, c'était une autre image. Tu sais, comme les bouts de côte, quand ils sont pleins, puis que c'est pas des petites côtes séparées, comment ça ressemble à des crêtes iliaques? Extraordinaire. Je- moi, je trouve ça extraordinaire. Mais vous n'avez pas besoin d'être aussi emballé que moi puis de geeker là-dessus. Mais bref, juste petit aparté. Aussi, quand on pique le diaphragme, on va aussi aider le plancher pelvien. Ah bon, fait que ma fameuse technique de poncture. Fait que ça, je vous en ai mis une deuxième. Là, sachez, on peut aller piquer directement le diaphragme. Mais là, ça, c'est plus aventureux. Là, fait que moi, je l'ai jamais fait, puis je le ferai pas nécessairement sans être supervisé par un prof avant de le faire sur des clients, mais sachez que ça existe, qu'on peut aller chercher le point moteur du diaphragme directement, localement, puis que ça fonctionnerait très bien. Mais beaucoup plus grand potentiel, puis définitivement poncture dangereuse. Puis là, moi, ma technique. Fait que c'était dans un livre extraordinaire, d'ailleurs, d'une sage-femme de Breech Release, qu'elle parlait que elle allait relâcher le diaphragme juste en traitant comme l'aponévrose
qui était capable de sentir de façon profonde au niveau des côtes par du massage, là. Fait que j'étais comme, ben moi j'ai des aiguilles, fait que m'a faire les mêmes affaires avec des aiguilles. Puis ça marche extraordinairement bien. Pour vrai, comme c'est vraiment hot en clinique. Puis ça marche très, 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 très vite, là. C'est comme les résultats sont apparents et immédiats. Puis que ce que vous faites, c'est vous trouvez, prenez votre petite ouate de désinfectant, là, puis vous partez du sternum. Tout le top, la petite pointe ici, elle vaut la peine, là. Vous allez désinfecter d'un but à l'autre des côtes. Puis après ça, vous allez piquer tous les points coincés que vous sentez. Fait que comme vous sentez un point piqué, l'autre point piqué, l'autre point piqué. Fait que puis d'un traitement à l'autre, il va en avoir de moins en moins jusqu'à temps qu'il y en ait plus pantoute. Je fais pas de. Les aiguilles, ils vont rester en place comme 3 minutes à peu près. Des fois, dépendant de la façon qu'elle est placée pendant le traitement, je vais y laisser plus longtemps. Mais mettons, je veux faire les deux côtes puis elle est couchée sur le côté pendant le traitement. Ben, à la fin du traitement, je la mets assise, elle lève son chandail, j'y fais les deux bords, on se jase un petit peu, puis après ça, j'ôte les aiguilles. Vous n'avez pas besoin d'une pause extraordinairement longue, là. Les aiguilles que je me sers, là, il y en a chez Tewa, mais il y a les Acurelaxo aussi. Même principe. C'est des petites roses. C'est des petites mini roses qui sont moi, c'est plus petit, là. Vous pouvez prendre un petit peu plus grand. Le 0,20, je pense que c'est les oranges, là. Moi, c'est des 0,16. Fait qu'encore plus petites. Puis pourquoi c'est excessivement sécuritaire? Ben, c'est que vous le voyez peut-être pas, là, mais c'est genre un demi-tune, là, comme je me rends pas à un poumon. Je ne ferai pas de pneumothorax, même si j'essayais de toutes mes forces. Puis là, la particularité, je vais essayer de vous le montrer sur moi, là. Ça va donner ce que ça va donner. C'est sûr, c'est plus facile de faire des démos en personne. Fait que, mettons, c'est bien de prendre des aiguilles à main levée parce que, tu sais, je palpe, je trouve un point de tension, puis, tu sais, je le pique. Puis après ça, je peux continuer le long comme ça. Là, je vais le... c'est ça, je sais pas à quel point vous voyez quelque chose, là. Mais après ça, je vais vous montrer avec un crayon le mouvement que je fais. Fait que je rentre un peu sous les côtes pour me faire une petite distance, puis mon aiguille, elle s'en va comme si je voulais rentrer en dessous des côtes. Fait que je vais pas piquer. Elle a l'air perpendiculaire quand je la lâche, concrètement, mais je l'ai pas piquée perpendiculaire. Je la pique comme, rentrer puis monter. Puis après ça, quand je la relâche, elle a l'air plus perpendiculaire. Mais c'est ça, je tiens leur bord. Faudrait que je me fasse ce traitement-là tantôt pour vrai. Oh, OK, c'est plus tendu que je pensais. Euh, je vais le faire avec un plus gros crayon qui va peut-être ressortir plus. Fait que, mettons, si c'est mes mains qui tiennent sur les côtes, je m'en vais comme je rentre et je monte. Puis je creuse un peu avec mes doigts pour que mon aiguille elle soit un petit peu plus profonde, là. Puis après ça, ben, je lâche, puis l'aiguille elle rebound comme ça. Fait que vous piquez tout ce que vous sentez. Souvent ici, là, au niveau du sternum, il y en a plein, là, mais pas tout le temps. Fait que palpez, puis laissez le corps vous guider, puis piquez tout ce que vous sentez. Après ça, vous les laissez sous 3 minutes, mettons, au minimum. Mais tu sais, s'ils sont pas dérangeants, ils peuvent rester là tout le long. Ils peuvent chiller plus longtemps, puis c'est vraiment pas grave. Puis après ça, le traitement d'après, ben, vous le refaites, puis vous repiquez ce que vous sentez. Puis c'est le fun parce que ça fait un marqueur clair pour nos clientes aussi, de dire, hey, tu tiens-tu, la semaine passée, j'avais fait au niveau des côtes, on en avait 6, puis là, j'en ai juste une petite ici. Genre, fait que comme elle, ça y fait un. Ah, cool, OK, il y a des affaires qui progressent. Même si, mettons, mon bébé, c'est pas encore tourné, il est encore en siège, mais je vois que le traitement, il fait avancer des affaires parce que, ben, j'avais 6 aiguilles la dernière fois, puis là, j'en ai 2, ou j'en ai 3, ou j'en ai une. Y avait-tu des questions sur ça? Comme je disais, c'est pas tant tough. Puis au pire, vous le faites tout croche, là. Vous n'allez pas faire de pneumothorax, là. Ces aiguilles sont vraiment petites, là. Puis vous pouvez vous pratiquer sur vous-même. Puis dans la formation live, on va faire des démos live, là. Mais bref, le potentiel de dangerosité il est nul, là. Fait que have fun with it, là. Au pire, vous aurez juste pas de résultat, mais vous nuirez pas non plus. Puis là, quand d'autres, on peut penser à ça, ben, tous les autres positionnements de bébé, là, fait qu'un bébé qui descend pas puis qui reste comme très haut, même si on est en fin de grossesse, un bébé qui est en postérieur pendant l'accouchement, si vous êtes là, brûlement d'estomac, beaucoup aussi, enceinte, là, moi, c'est tout le temps, c'est ça ma pratique, fait que c'est ça mon cadre de référence, là, mais je le ferai pour d'autres brûlements d'estomac aussi. Nausées, parce qu'il y a bien des nausées, c'est des brûlements d'estomac.
Non, why not? Je veux dire, rien à perdre, là, puis c'est pas une technique qui est énergivore, là. Douleur aux côtes, absolument. Puis, vu qu'on traite en traitant le top du dôme, on traite le bas du dôme. D'autres problèmes de plancher pelvien, vous pourriez aller aussi regarder au niveau du diaphragme. Puis là, je me rends compte que je continue plus longtemps, là. C'est un peu plus long que je pensais, mais je parle tout le temps plus que je pense. Allez, t'as pour m'en dire encore un peu plus longtemps. Puis là, je voulais faire un autre lien anatomique, le fun que j'avais fait, que je voulais partager entre le Dao Bao et le Dai Mai, que c'était extrait du livre de Randy Lewis. Entre la 32e et la 36e bébé, le bébé reçoit le jing des 100 articulations et commence à bouger ses épaules pour libérer le Dao Bao, fait que le wrapping channel du haut, si vous voulez, le daimai de la poitrine qu'elle avait écrit, afin d'ouvrir le daimai en bas et faciliter l'accouchement. Fait que le bébé, avant de se tourner, il utiliserait ses épaules pour aller étirer l'espace en haut, pour ensuite aussi, à distance, libérer de l'espace en bas, puis se retourner pour faciliter l'accouchement. Puis là, c'est là que je viens faire des liens anatomiques entre nos connaissances traditionnelles en acupuncture puis les connaissances plus modernes d'anatomie. Fait que Dao Bao, c'est notre 21 rats. Dans le fond, je ne l'ai pas traduit, là, mais c'est 21 rats qui se trouvent ici sous les côtes. Puis on a la ligne de fascia en spirale qui, elle, va partir de Dao Bao, fait que du 21 rats à peu près, qui va aller en croisée au niveau de l'épine antéro-supérieur de l'autre bord. Fait qu'il va avoir un loop comme ça, puis un loop comme ça. Puis cette ligne de fascia-là, on comprendra que quand il y a un bébé plein en dessous, ben, elle se fait pas mal plus étirer que quand il n'y a rien dans la bédaine. Puis que là, comme ça rentre aussi dans nos processus contralatéral, là. Mais bref, si vous avez, il y a plein d'utilité clinique à ce que je viens de vous dire, là. C'est pas juste comme, wow, la théorie est belle, là. Fait que, une petite aparté rapide. Fait en allant traiter tout ici, au niveau du diaphragme, des côtes, ben, vous allez aller chercher aussi une partie de cette ligne de fascia-là pour potentiellement aussi, en croisé, être capable d'aller libérer au niveau des hanches, which is nice and cool. Puis sinon, vous pouvez aller chauffer le 21 rats. Si vous vous retrouvez avec un daimai coincé, qu'il n'y a rien qui lâche, que vos points de daimai ne fonctionnent pas, que vos ponctures locales non plus, allez chauffer le 21 rats pour aller comme slacker le hamac. Ça peut être aussi un autre truc clinique, le fun que vous pouvez faire. Puis, chose intéressante, vu qu'on continue plus bas ici, là, le, en acupuncture japonaise, je sais pas d'acupuncture japonais, là, fait que je vous dis ça bien candidement, là, mais ils vont palper l'état du daimai en se servant de l'œil externe du genou à gauche. Fait que d'aller palper cette zone-là pour se donner une idée clinique de comment le daimai il va. Mais là, comme, waouh, il y a un lien facial entre les deux. Fait que peut-être qu'il y a la palpation sur le côté du genou en japonais pour aller regarder comment ça se passe au niveau des hanches puis du bassin. C'est pas si niaiseux que ça, finalement. Ben, il y a rien de niaiseux en japonais, là. Mais bref, il y a aussi un lien anatomique de ce côté-là. Autre chose que vous pouvez faire à la place de poncturer le diaphragme, si vous sentez vraiment que c'est ça la problématique, vous pouvez conseiller des suspensions pour aller ouvrir la cage thoracique. Je vous montre celle-là, mais il y en a tout plein d'autres. Puis c'est comme des petits teasers, là. Il y a celle-là aussi qui peut être vraiment le fun. Mais bref, vous pouvez dire aussi, va-t'en dans un parc, trouve une monkey bar, puis soutiens ton poids, là. Ça n'a pas besoin d'être des étirements fancy. Puis il y a une autre technique qui est le fun pour aller ouvrir de la place dans tout le côté ici, c'est le side body opener. C'est une technique qu'une massothérapeute elle avait développée pour les bébés en sèche directement. Fait qu'ils vont aussi aller ouvrir par étirement comme toutes les côtes ici. Fait que c'est diaphragme-ish, là, mais la région du diaphragme qu'on monte aussi pendant la formation. Et puis c'est pas mal ça. Fait que là, j'ai reste ouverte. J'ai speedé un petit peu vu que j'avais vu que j'avais pris plus de temps dans mon éditorial féministe au début. Désolée du changement de cadence. Ok, si des gens y ont des questions, je suis là. Puis, puis là, j'en avais une qui est écrite. Est-ce que le traitement du plancher pelvien aide d'autres choses que le bébé inversé, entre autres que le bébé de 41 semaines et plus? Ben non, pour un accouchement vaginal qui se passe bien, là, même un bébé la tête en bas, idéalement, comme tout devrait bien fonctionner. Là, fait que le plancher pelvien aussi devrait être comme
ça qui une coche, là, ni trop tendu, ni pas assez tendu, là. Fait que je pense que traiter le corps dans son ensemble, puis après ça, faire confiance à l'intelligence du corps quand il n'y a pas des blocages, ça l'aide comme pour tout le cheminement de la grossesse, là. Fait que même si elle a un bébé qui est bas, même s'il est bien placé, la tête en bas, comme c'est une bonne idée de s'assurer que dans le berceau du bébé en 3D, tout se passe bien, là. Puis après ça, ben, plancher pelvien, ça pourrait être d'autres problèmes de plancher pelvien que vous voyez en clinique, là, aussi, là. Je sais pas, quelqu'un vient pour une douleur au coude, puis il mentionne qu'il y a des fuites urinaires. Vous pouvez conseiller de, ben, votre amphitopérinale aussi, là, si vous n'êtes pas capable de le traiter vous-même. Mais tant qu'à être là parmi le reste de votre traitement pour le coude, vous pourriez aller faire le diaphragme, là. Comme je disais, les aiguilles sont là 3 minutes, le temps que vous les poncturez, un autre 2 minutes, fait que ça prend un gros 5 minutes dans votre traitement. Puis, tu sais, d'un coup, que ça l'aide pour son plancher pelvien aussi. Comme, tu sais, c'est pas, ça vaut la peine de l'essayer, là. Puis là, je vous pitch le lien pour le truc de bébé en sèche. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'écrire aussi. Puis je vais envoyer l'enregistrement à tout le monde. Fait que s'il y a des bouts que vous vouliez réécouter, libre à vous par la suite. Mhm. Y avait-tu d'autres questions aussi? Mhm. Euh, Ça me fait plaisir. C'est pas une question, un merci, mais c'est gentil. Je suis plus à Trois-Rivières. Ben, moi, j'habite plus mais je suis pas proche de Trois-Rivières non plus, là. Mais ma clinique est à Repentigny. Par contre, pour ceux qui sont pas ACU, si vous voulez des références pour vos clientes qui ont des bébés en sèche d'ACU qui sont comme qui connaissent des affaires là, puis qui sont un peu plus formés en périnatalité, là, je vais pas dire qu'ils ont une expertise parce qu'on n'a pas le droit. Ben, qu'ils sont spécialisés, là, mais bref, qui aiment beaucoup la périnatalité, poquez-moi, puis je donnerai une référence là. Vicky, tu voulais quelqu'un à Trois-Rivières? OK, good. Je te reviendrai avec ça. Hmm. Hmm. Good, c'est que je vais arrêter le recording.